Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre 247e briefing, éclairage sur l'actualité en Russie, mais aussi dans le reste du monde, mais toujours en relation avec la Russie. Donc, en ce week-end pascal, merci d'être aussi nombreux pour nous rejoindre et nous écouter. Je vois que tout le monde n'est pas parti à Deauville. Donc, nous avons nos deux experts qui sont là aujourd'hui. Donc, on va doubler encore la qualité de l'expertise avec le lundi, comme vous le savez, un focus exclusif sur l'international, la diplomatie. C'est Igor qui va commencer, Arnaud complétera et on aura ensuite, je l'espère, des questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès maintenant à commencer à les poser. Comme toujours, si on y a répondu pendant l'exposé, eh bien, tant mieux. Sinon, on les posera après. Voilà, Igor, c'est à toi. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais aborder deux points dans ma présentation. Le point principal qui est la visite donc, de la délégation américaine à Paris jeudi dernier, dont je vous parlais pendant le briefing, mais qui se déroulait au moment où nous nous parlions et dont on n'avait pas encore, comment dirais-je, les résultats. Et deuxième point sur le même jour, jeudi, la visite de l'émir du Qatar à Moscou. Alors, le premier point, c'est la délégation de cette visite américaine qui était composée, je le rappelle, du secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, et de M. Steve Witkoff, dont on parle pratiquement chaque semaine dans nos briefings depuis le mois de janvier, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump pour le Moyen-Orient, mais qui, de fait, est le personnage principal pour ce qui est de la tentative de résolution de ce conflit en Ukraine entrepris par Donald Trump à sa façon. Alors, Marco Rubio a rencontré à Paris un stand de dirigeants. Il a rencontré évidemment Emmanuel Macron, mais il a rencontré aussi des responsables européens et des responsables ukrainiens, trois ministres ukrainiens qui sont, enfin, deux ministres et un responsable ukrainien, M. Andrei Yermak, qui est le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, qui était accompagné donc du ministre de la Défense, M. Umerov, et du ministre des Affaires étrangères, M. Sibiga. Donc tout ce monde s'est rassemblé à Paris pour discuter d'un sujet bien connu. Les Américains auraient remis, alors on le sait par évidemment les indiscrétions qui ont filtré dans la presse anglo-saxonne, Bloomberg, mais le Wall Street Journal également, mais aussi Reuters, l'agence de presse, tous ont commencé à ébruiter les confidences de personnes qui sont, comme on dit, au parfum de ce qui se serait dit, et des documents qui auraient été transmis, et notamment donc des documents à ce stade, documents de travail, communiqués par la partie américaine aux autres parties prenantes, ukrainiennes et européennes, concernant la trame, on va dire, les contours d'un futur accord portant sur la cessation des hostilités, qui comporte plusieurs points. D'abord, un point sur la Crimée. Donc potentiellement, les Américains se réservent la possibilité de reconnaître l'appartenance à la Russie. Et d'ailleurs, ce serait un élément de discussion avec la partie ukrainienne. Et à cet égard-là, je rappelle que dans le document d'Istanbul de 2022, l'Ukraine était l'objet de discussion, évidemment, et il était convenu que Russes et Ukrainiens devaient créer une commission bilatérale ad hoc pour une dizaine d'années pour statuer sur sur la péninsule, hein. Donc là, c'est toujours un sujet de discussion. Deuxième point, sans surprise, puisque ça avait été déclaré à plusieurs reprises par des officiels américains, eh bien, c'est le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, la renonciation à l'agenda otanien de Kiev. Ça a été dit à plusieurs reprises par Donald Trump, par le chef du Pentagone. Même Volodymyr Zelensky, d'une autre manière, m'a laissé entendre que, il n'était plus réaliste d'envisager une adhésion à l'OTAN. Donc, cela fait partie du document de travail. Troisième point, c'est la ligne de démarcation. La ligne de démarcation autour de laquelle on gèle les hostilités, eh bien, c'est celle au jour où cessez-le-feu rentrerait en vigueur. Et donc, ce qui suppose donc que les Russes conservent évidemment les territoires qu'ils ont sous leur contrôle. Et donc l'idée serait que cette ligne des hostilités soit gelée autour de la ligne de front, grosso modo, qui serait la ligne de front actuelle, hein, entre les deux parties. Quatrième point, c'est un processus d'allègement progressif des sanctions qui pèsent sur la Russie. Et c'est en ce sens-là notamment qu'il est important du point de vue des Américains, mais pas seulement que les Européens soient dans le processus, puisqu'il y a quand même un dispositif de sanctions européennes qui est quand même extrêmement massif sur la Russie.
Et il y a également un point sur la centrale nucléaire de Zaporozhye dont on a parlé quelques fois, puisque les Américains auraient proposé dans ce document que cette centrale passe sous leur contrôle, qu'elle soit donc quelque part neutralisée, dans le sens où elle reviendrait sous le contrôle des États-Unis. On sait que les Ukrainiens avaient tenté d'en reprendre le contrôle. Enfin, il y avait eu un projet, tout du moins, d'opération militaire 2023-2024 pour tenter de reprendre le contrôle qui, en réalité, n'a jamais été mis en œuvre face à la complexité d'une telle opération et qui a un déficit d'électricité et d'énergie en Ukraine pour tout un tas de raisons, les bombardements russes, mais bon, la perte de la centrale nucléaire fait également partie de ces raisons. Donc voilà, en gros, les 5 points dont on a entendu parler depuis jeudi. Alors, le département d'État prend soin d'expliquer qu'il ne s'agit pas d'un ultimatum, mais qu'il s'agit de points de discussion, d'options possibles, qui ont donc été, ce document transmis aux Européens, aux Ukrainiens. Les Américains maintenant attendent une réponse de la part des Ukrainiens et de leur soutien. Ce sera une réponse qui devrait être formulée à l'issue du sommet de Londres qui va se tenir cette semaine. Et donc, après cette visite à Paris, en partant donc de la capitale, M. Rubio s'est exprimé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget en expliquant que les États-Unis perdaient patience et que, en gros, c'était un petit peu la dernière tentative et que si jamais il ne ressortait rien de cette séquence, parce qu'il se passe quand même des choses, eh bien, les États-Unis avaient d'autres priorités et qu'ils pourraient tout simplement se laver les mains ou jeter l'éponge, hein, c'est comme on veut, et tout simplement se retirer donc de ce processus-là. Donc ils attendent une réponse pour dans les jours qui viennent. Alors Reuters répercute la phrase de Donald Trump puisque le président américain était interrogé à l'occasion d'une de ses multiples conférences de presse sur qu'est-ce que ça veut dire court terme, de combien de jours on parle, etc. Bon, Donald Trump évidemment n'a pas donné de date précise, mais il a expliqué qu'il n'y avait pas un nombre de jours précis, mais rapidement, nous voulons que cela se fasse rapidement, a dit le président américain. Donc, certaine impatience qui se manifeste de plus en plus du côté de Washington. Alors, Marco Rubio s'est entretenu avec Sergei Lavrov, un ministre russe des Affaires étrangères, après cette réunion à Paris pour le mettre, l'informer hein, des échanges avec qui s'y sont tenus et donc de voilà à quel niveau se trouvait le processus, et donc aussi pour évoquer cette question de levée progressive des sanctions qui sont censées servir de garantie à la mise en œuvre de ce projet de cessez-le-feu. Le deuxième point, c'est la visite de l'émir du Qatar, donc, qui a eu lieu jeudi dernier. Là aussi, plus ou moins au moment où nous avions notre briefing. Alors, le Qatar, en réalité, il y a plusieurs sujets quand on pense aux relations entre la Russie et le Qatar. Il y a des sujets strictement bilatéraux, et puis il y a des sujets, j'allais dire, qui relèvent de choses plutôt périphériques, mais qui concernent directement les deux parties. Il y a déjà un sujet lié à l'Ukraine, puisque comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, le Qatar fait partie de ces puissances du Golfe qui jouent un rôle de médiateur dans le conflit. Et notamment, le Qatar s'est chargé depuis plusieurs mois maintenant des échanges et des retours d'enfants, notamment d'enfants ukrainiens qui étaient en Russie vers l'Ukraine. Donc une diplomatie, j'allais dire, parallèle, plutôt discrète, hein, mais néanmoins avec ce volet sur le conflit ukrainien. En Syrie, bah, on sait bien, deuxième sujet, que le Qatar soutient politiquement les nouvelles autorités syriennes. La Syrie faisait partie des sujets de divergence assez fortes hein, entre la Russie donc, et Doha. Le Qatar soutient les nouvelles autorités syriennes. Il est à la manœuvre aussi derrière la Turquie sur le sujet de la Syrie. Donc là, il y a évidemment le sujet de la pérennité, de la stabilité de ces nouvelles autorités syriennes et le sujet qui intéresse directement de la Russie, de l'avenir de ces bases russes, à Khmeimim et Tartous en Syrie, que les Russes, la Russie dispose toujours hein, aujourd'hui. Les négociations, les discussions se poursuivent avec les nouvelles autorités syriennes pour définir les modalités, j'allais dire, de leur exploitation par la Russie dans le nouveau contexte, dans la nouvelle réalité, comme on dit. Et donc, il y avait là aussi matière à discuter. Troisième sujet régional, c'est l'Iran, puisqu'il y a une montée en pression entre les États-Unis et la République islamique. Euh,
manière assez, comment on pourrait dire, une certaine coïncidence, le ministre iranien des Affaires étrangères était à Moscou au moment où l'émir du Qatar s'y trouvait. Et donc, il se dit qu'il aurait pu y avoir au minimum une missive qui aurait été remise par le président russe à l'émir du Qatar. Mais en tout cas, on sent que là aussi, il y avait des choses à évoquer. Et puis, alors, un sujet plus bilatéral, celui de la création d'une plateforme d'investissement commune de 2 milliards de dollars, à la fois par le fonds d'investissement du Qatar, qui est le Qatar Investment Authority, et le fonds russe pour les investissements directs, avec un personnage dont on parle régulièrement depuis quelques semaines, qui est M. Kirill Dmitriev, hein, qui est un habitué du golf, qui connaît très bien le golf et ses fonds d'investissement depuis de nombreuses années. Et donc, ces deux fonds ont conclu un nouvel accord pour un montant de 2 milliards donc, d'investissement, prioritairement sur le domaine des technologies, de l'extraction minière et des soins de santé. Alors, c'est un sujet qui est récurrent dans les relations entre la Russie et le Qatar. Ils n'en sont pas à leur premier coup. Leur premier coup, c'est au moins le deuxième ou troisième projet, j'allais dire, de ce type-là, hein, qui est conclu entre les Russes et les Qatariens depuis une dizaine d'années, on va dire. Je crois qu'il y a environ 1 milliard de dollars d'investissement du Qatar en Russie, principalement dans la logistique, dans le portuaire, dans le luxe aussi, hein. Mais il y a déjà eu des fonds, des crédits comme ça qui ont été avancés en vue de réaliser des investissements communs dans un certain nombre de domaines où les deux pays, Russie et Qatar, estiment avoir des intérêts partagés. Et donc là, ça se poursuit avec ce nouveau plan de 2 milliards de dollars d'investissement. Donc voilà, des choses qui se poursuivent et qui sont, à mon avis, à suivre et qui témoignent de l'importance du Golfe dans la diplomatie russe en général, mais plus particulièrement en lien avec l'Ukraine et avec des projets régionaux. Voilà, je m'arrête là pour mon petit topo. Merci beaucoup. Alors, j'ai quand même juste une question avant qu'Arnaud prenne la parole. Euh, Cette menace non voilée de retrait américain des négociations et des choses comme ça fait l'affaire de la Russie, non? Oui, parce que les Américains soutiennent l'Ukraine, soutenaient l'Ukraine, ils continuent d'alimenter les Ukrainiens. On l'a dit avec déjà ce qui avait été voté par Biden et qui continue de partir en réalité vers l'Ukraine, hein. Donald Trump a suspendu, a fermé les vannes pendant 48 heures, 3 jours, et puis les choses ont recommencé ensuite. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouveau paquet d'aide qui a été voté depuis que Donald Trump s'est installé à la Maison-Blanche. Et je doute qu'il vienne devant le Congrès en demandant de revoter une enveloppe de 65 ou 70 milliards pour l'Ukraine. Enfin, je serais très surpris. Et d'autre part, il y a toujours comment dirais-je, le partage de renseignements électroniques, d'imagerie satellite, quasiment en temps réel avec les Ukrainiens. Donc, des choses continuent, toujours les sanctions, évidemment. Mais le fait qu'ils se désintéressent de l'Ukraine, en réalité, c'est pas très nouveau. Une fois de plus, dans les briefings, on en parlait depuis, même avant que Donald Trump s'installe à la Maison-Blanche le 20 janvier. Il était enfin, assez clair, à mon avis, pour tout le monde que l'Ukraine ne faisait pas partie de ses priorités. C'était suspecté, maintenant c'est quand même très clair depuis plusieurs semaines, qu'il voit la priorité des États-Unis dans le Pacifique, la relation avec la Chine. Même je pense qu'en réalité le dossier iranien, pour lui, est d'une importance supérieure à celui de l'Ukraine. Et donc l'intérêt pour lui, c'est de se retirer de l'engagement américain de ce dossier-là, en limitant la casse, et là où il peut, même en récupérant une partie de sa mise. Donc en réalité, il y a rien de très surprenant. La question, c'est les modalités du retrait. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et je pense que depuis jeudi, on a quand même vu beaucoup de choses se passer, et Arnaud va en parler, qui semblent quand même indiquer qu'il se passe des choses en coulisses quand même de manière assez sérieuse. Eh bien, écoutons donc Arnaud. Bonjour, Président, merci. Oui, quelques remarques très brèves en réalité pour rebondir sur les propos très complets d'Igor. Une remarque générale peut-être pour commencer. L'impression qui ressort de la séquence de ces derniers jours, et séquence donc qui a vocation à se prolonger cette semaine, c'est celle d'une accélération euh, alors même que ces dernières semaines, à l'inverse, on avait une autre impression inverse, celle de l'enlisement. Euh, Quelques mots de la trêve pascale, donc, qui avait été annoncée par Poutine samedi pour une durée de 36 heures, qui visait, à mon avis, à envoyer un signal
à Donald Trump. Un excellent correspondant français à Moscou a utilisé l'expression de gage donnée à la Maison-Blanche, c'est très juste. Il s'agissait aussi de couper l'herbe sous le pied de Vladimir Zelensky, qui a dû se résoudre, semble-t-il, de mauvais gré à cette cessation provisoire des hostilités. Ce cessez-le-feu a été plutôt respecté. Alors, les deux parties se sont accusées de façon prévisible de violations multiples, centaines de milliers de frappes. Il semblerait, je suis prudent, hein, mais en tout cas, on a beaucoup de remontées sur Telegram, dans la presse, qui indiquent malgré tout une sérieuse baisse d'intensité, en tout cas jusqu'au début de l'après-midi de dimanche. Sans surprise, cette trêve n'a pas été reconduite par la Russie. Vladimir Poutine a cependant déclaré il y a quelques minutes que la Russie étudierait les propositions ukrainiennes portant sur la suspension des frappes sur les infrastructures civiles, mais là encore avec beaucoup de prudence et de conditions, hein. Il a rappelé, ou il a en tout cas illustré son propos par la récente frappe à Soumoui, le centre des congrès de l'université, qui est une infrastructure civile et qui, selon lui, abritait une cérémonie de décoration militaire. Bon, en tout cas, moi, ce qui me frappe aussi, c'est que Poutine parle, et il parle beaucoup. Il parle beaucoup depuis 3 jours, plus sur ces sujets-là, en tout cas, beaucoup plus que précédemment. Ça rejoint ce que disait Igor. On a l'impression que on est peut-être, oui, à un moment charnière, pour paraphraser un illustre dirigeant français du début du siècle, peut-être bien que le tournant, c'est maintenant. On verra. Alors, pour ce qui est de la suite, il y a cette réunion de Londres, effectivement, une réunion au cours de laquelle les Européens et les Ukrainiens vont discuter avec les Américains, leur faire part de leurs réserves, de leur position. Il se dit aussi que M. Witkoff pourrait revenir à Moscou, ou en tout cas qu'il y aurait un nouveau contact pour cette fois-ci obtenir la réponse russe au plan américain. Il me semble, et là je rejoins la question du président Chenceau et la réponse d'Igor sur finalement comment interpréter les propos de Rubio. Est-ce que c'est plutôt une menace voilée en direction des Russes, plutôt en direction des Ukrainiens? Euh, Moi, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. Et il me semble que le Kremlin privilégie un scénario qui verrait Washington se désintéresser de l'Ukraine, qui lui permettrait aussi d'atteindre ses objectifs militaires et stratégiques, à condition, et ce n'est pas une petite condition, que les États-Unis cessent effectivement tout soutien à Kiev, ce qui est loin d'être acquis. Alors j'attire malgré tout votre attention sur un article publié aujourd'hui dans la presse russe qui me paraît vraiment intéressant et qui est signé de Monsieur Constantin, est signé par Monsieur Constantin Remtchoukov, le directeur propriétaire du quotidien Nezavissimaya Gazeta, qui est un journal très particulier dans le paysage médiatique russe. Je rappelle que c'est le premier journal non contrôlé par le Parti communiste qui a été publié en 1990 et jusqu'à aujourd'hui, il a réussi de façon assez étonnante et miraculeuse à préserver des marges de manœuvre qu'on ne voit plus beaucoup ailleurs. Eh bien, M. Remtchoukov, aujourd'hui, parle et réfléchit sur euh, les frontières, les frontières des nouvelles régions, de ce qu'on appelle à Moscou les nouvelles régions, Zaporogier, Kherson. Il en arrive à une conclusion intéressante. Et encore une fois, je la relève parce que M. Remtchoukov est un personnage informé, qui entend sans doute beaucoup de choses et qui n'en restitue qu'une partie et qui écrit assez peu souvent lui-même. Donc quand il écrit, évidemment, ça retient l'attention et en substance, son propos, c'est de dire que les frontières ce qu'on appelle en Russie les nouveaux sujets de la fédération ne sont pas forcément les frontières administratives de 91, autrement dit les frontières ukrainiennes, les frontières administratives intra-ukrainiennes, mais bien celles finalement de l'avancée de l'armée russe. Et Remtchoukov
attire notre attention sur l'échange de samedi entre Vladimir Poutine et le chef d'état-major des armées russes, M. Gerasimov, lequel rapportait que 99,5% du territoire de la région de Koursk était libéré. Et Remtchoukov en arrive à la conclusion que on est très proche d'une cessation des hostilités et d'un feu vert donné par Poutine à un tel accord. Euh, Nous verrons bien, restons prudents. Dmitri Peskov, d'ailleurs, porte-parole du Kremlin, il y a moins d'une heure, a déclaré a refusé de donner des délais, quelconque cadre temporel pour un accord. Il est donc probable que nous ayons encore quelques briefings, mais cette impression d'accélération, de densification et qu'on a un tournant, elle est très largement partagée. Et pour conclure, je ne peux pas, sur ce sujet, ne pas faire un peu d'autopromotion et ne pas vous recommander de lire ma dernière chronique en date pour la RTBF. Vous pouvez retrouver ce texte sur le site de la radio-télévision belge francophone. Ma chronique s'appelle L'œil de Moscou, c'est pas très original. Mais je réfléchis justement au bilan d'étape, à où on en est de cette affaire tragique ukrainienne. Voilà, Président, ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci. Alors, on a pas mal de questions, donc on va essayer de les prendre un peu une par une. Déjà par rapport un des premiers points que soulevait Igor, qui étaient donc les conditions d'un cessez-le-feu avec 5 ou 6 points, il ne semble pas être question du statut des territoires conquis après ce cessez-le-feu. On n'en parle pas du tout? Ou est-ce que, bon, simplement, ça deviendra russe et c'est un fait accompli? Ou est-ce que ça doit passer par un cycle de négociation ou de votation, comme diraient nos amis suisses? Est-ce qu'on parle de ça? Alors, précisons d'emblée que nous n'avons pas accès, évidemment, aux documents qui ont été remis par la partie américaine à Emmanuel Macron et aux Ukrainiens. Donc, base sur ce qu'on lit dans la presse anglo-saxonne. Je pense qu'en l'occurrence, c'est plutôt proche de la réalité, mais c'est probablement incomplet. La question du statut, pour autant qu'on puisse le savoir, et c'est déjà très surprenant en réalité, hein, ça concerne la Crimée. C'est-à-dire que les Américains pousseraient, ou en tout cas eux-mêmes seraient prêts à reconnaître l'appartenance de la Crimée à la Russie. C'est important, c'est assez étonnant. Je doute fort que les Ukrainiens et les Européens soient prêts à s'engager sur cette voie. Pour le reste, il n'est pas question de reconnaissance. On sera dans l'implicite, c'est-à-dire dans le fait accompli, dans une situation de fait, mais qui ne serait pas reconnue par les États-Unis et évidemment ni même par l'Ukraine et les Européens. Peut-être, l'accord ou le projet d'accord mentionnerait-il l'engagement de l'Ukraine à ne pas essayer de reprendre par la force ses territoires. Mais c'est le maximum. Il n'est pas question de reconnaître l'appartenance des portions des régions de Kherson et Zaporogie et de celles de Lugansk et de qui ont été prises par l'armée russe. Alors, on a deux questions qui parlent l'une et l'autre d'occasion manquée, donc je vais vous les, les, les lire en même temps, comme ça. Donc la première nous dit, si Washington se désintéresse du conflit, les sanctions sont-elles maintenues? Comment l'élite russe pourrait réagir face à cette occasion manquée? Et donc la deuxième question d'une autre personne, vous parliez de certains cercles proches du pouvoir russe qui ne pardonneraient pas le président Poutine de rater l'opportunité de paix proposée par les USA et que ce dernier en est bien conscient. Cet abandon possible de l'Ukraine par les USA et la poursuite du conflit serait-il finalement une nouvelle voie pour Poutine? Alors, je vois que certains ont lu ma chronique et je ne peux que m'en réjouir. Oui, les sanctions, ça fait partie, et Igor l'a dit, hein, de l'offre, apparemment, de l'offre américaine, mais sanctions US et sanctions européennes. C'est là la difficulté de l'exercice pour Washington. Il s'agit d'essayer d'entraîner l'Union européenne sur cette dynamique, alors que jusqu'à présent, la Commission et le noyau dur, hein, les grands États membres, en tout cas la France, l'Allemagne, sont très opposés à ce stade à une telle perspective.
Une position qui d'ailleurs est peut-être risquée, hein, et certains, je crois, en Estonie, commencent à réfléchir à ce scénario, hein, parce que, imaginons, encore une fois, imaginons qu'il y ait une offre américaine acceptée par Poutine et une levée partielle des sanctions américaines. Personnellement, je pense qu'il y aurait un appel d'air en Europe et que la reconduction en juillet des sanctions sectorielles, je rappelle que les sanctions sectorielles sont reconductibles tous les 6 mois à l'unanimité, elles n'iraient plus de soi. Et je pense que ça irait bien au-delà de la Hongrie. Et là, on est dans une situation de tout ou rien. On n'est pas dans une situation d'allègement. Donc le refus le cas échéant, encore une fois, si la situation se présente, le refus éventuel de la Commission et des Européens d'envisager une levée partielle pourrait aboutir à un résultat beaucoup moins contrôlable en juillet, surtout si, encore une fois, les Américains s'engagent sur cette voie et on connaît j'allais dire, la proximité de la Hongrie, mais également de l'Italie de Madame Meloni avec l'administration Trump. Bien. On nous demande également les cartes officielles des nouveaux territoires et de la Russie pour être calquées sur la ligne de front. Et quelle réaction en Russie si le conflit s'arrête sans récupérer la totalité des 4 nouveaux sujets? Donc ça, je crois que tu avais partiellement répondu déjà en disant que ce serait probablement un dessin réaliste avec les territoires conquis, sans vouloir forcément avoir l'ensemble du découpage actuel. Oui, mais je crois que la question, en réalité, elle va bien au-delà. Il y aura forcément des frustrés. Encore une fois, si on s'engage dans ce scénario de cessation des hostilités, qui n'est qu'une option sur deux au moins, il y aura cette mouvance Z qui sera forcément frustrée, qui estimera on a volé la victoire, on n'a pas donné assez de temps à l'armée russe pour aller jusqu'à Odessa, jusqu'à prendre Kharkov. Donc il y aura un dossier à gérer pour Poutine. Cette mouvance, elle est ultra minoritaire, peut-être 20%, maximum 25%, mais elle est potentiellement dangereuse. Et j'observe qu'elle commence à être traitée politiquement, c'est-à-dire par une forme de promotion sociale. On voit des dizaines, peut-être demain des centaines d'anciens combattants intégrer les administrations locales, régionales. Elle est aussi traitée, il faut le dire, par la répression. Il y a certaines figures de proue de cette mouvance, on pense à Girkin, mais il y en a d'autres, qui sont derrière les barreaux. Il y a certains dossiers, on en a parlé de façon récurrente lors de nos briefings, qui concernent certains généraux charismatiques, le général Popov en particulier. Donc tout ça paraît gérable, mais il y aura quand même un sujet. Peut-être que c'est très contre-intuitif pour des oreilles occidentales, mais peut-être que Poutine sera accusé par une partie de l'opinion, encore une fois très minoritaire, mais potentiellement bouillante et explosive, eh bien d'avoir bradé les intérêts éternels de la Grande Russie. Ceci dit, en l'occurrence, Poutine, s'il s'engage sur cette voie, c'est pouvoir compter sur une majorité de la population. Dès qu'il annoncera, et ce jour arrivera, un cessez-le-feu ou que, en tout cas, un accord sera conclu, le sentiment très majoritaire en Russie sera celui du soulagement. Merci. Petite question en technique, d'une certaine façon. Question sur l'investissement des Qataris. S'agit-il de 2 milliards en tout, c'est-à-dire Russie plus Qatar, ou bien de 2 milliards venant du Qatar seulement? Non, en général, alors on n'a pas trop le détail de la décomposition de cet investissement, mais c'est comme c'était le cas pour les précédents. En gros, pour les précédents investissements présentés comme tels de la part du Qatar dans l'économie russe, on avait des chiffres, hein, 4 milliards, 2 milliards, enfin on reste dans le même ordre de grandeur. Donc cet investissement de 2 milliards et pas à cet égard-là, c'est un peu en continuité par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, hein, un peu comme je vous l'expliquais. Mais chaque fois, on n'avait pas le détail précis de qui met combien dans le panier. Et on avait, comment dire, des faisceaux d'indices, dira-t-on. Et l'hypothèse dominante qui s'était installée, c'est que c'était le Qatar finalement mettait un petit peu, et puis c'était les Russes qui mettaient bien plus. Mais il y avait un côté,
proclamation, hein, de montrer affichage, hein, qu'il y avait évidemment un projet commun d'investissement avec les Qatariens. Donc politiquement, le signal était quand même pas inintéressant pour les Russes, pour les Qatariens aussi. D'ailleurs, je relève que cette visite du cheikh de l'émir qatarien enfin, arrive quand même dans un contexte très particulier, hein, dont on parle là depuis maintenant presque une demi-heure, et en fait dont on parle depuis plusieurs semaines. Il intervient quand même à un moment un petit peu charnière. Et le fait de signer, de dire bah, on va mettre 2 milliards sur la table avec les Russes, avec le fonds d'investissement, donc Kirill Dmitriev et le chef, enfin, c'est pas anodin tout ça. Je veux dire, c'est aussi un signal qui est pas inintéressant dans la perspective, pour l'instant hypothétique, d'allègement ou de réaménagement, modulation de certaines sanctions américaines. Je rappelle Qatar, États-Unis, bon, il y a quand même là aussi des projets en commun, il y a des bases américaines au Qatar. Enfin, c'est aussi un signal qui n'est pas inintéressant à scruter dans ce contexte-là. C'est des gens qui vont s'exposer, qui viennent et qui sont prêts à s'afficher avec le président russe, avec le chef du RDIF, mettre 2 milliards sur la table. On comprend qu'il y a des projets d'investissement là aussi d'ailleurs dans le minier, mais pas seulement. Bon, ils l'ont pas fait il y a un an, mais ils attendent pas encore un an pour le faire. Merci de ces précisions. Alors, deux dernières questions. Alors, la même personne, une de nos auditrices fidèles qui nous pose deux questions. Je vais commencer par la première. Donc, elle nous dit d'abord bravo et merci pour la qualité de vos émissions. Donc, on remercie également de ces bonnes paroles. Je souhaite poser deux questions. La première s'adresse à Arnaud Dubien et porte sur le soutien matériel de la population russe aux soldats engagés sur le front, notamment le soutien organisé par l'organisation Narodny Front. Pouvez-vous estimer l'importance de ce soutien et l'envergure qu'il prend dans le débat public en Russie? Ici, on n'en entend jamais parler, me semble-t-il. Alors, c'est effectivement un sujet dont on parle assez peu, qui n'est pas négligeable. J'en ai pris la mesure en 2023, en 2024. On voit, alors, il est toujours difficile de faire la part des choses entre ce qui vient d'en haut, ce qui est imposé, ce qui relève de l'affichage, de la propagande, et ce qui, à l'inverse, euh, relève de ce qu'on appellerait voilà, la société civile, d'initiatives spontanées. Alors il y a les deux. Il y a les deux. Je suis incapable de donner des chiffres, et je ne suis pas certain que ces chiffres existent, hein, sur combien les Russes ont donné, selon quelle modalité. Mais j'ai été assez surpris. Je pensais, personnellement, j'ai été assez surpris il y a quelques mois en tout cas. Je pensais que c'était plutôt, vous voyez, fléché, très vertical, très étatique. Et je me suis rendu compte, en province en particulier, qu'il y avait voilà, des initiatives spontanées, que les gens, que certaines personnes en tout cas, mais nombreuses, pas forcément très riches d'ailleurs, s'impliquaient et, dans alors soit des dons d'argent, mais également parfois de nourriture, des convois. Donc c'est difficile, encore une fois, de mesurer ça, de dire c'est plutôt spontané, c'est plutôt étatique. Moi, ce qui m'a surpris, encore une fois, c'est quand même la réalité de certaines initiatives qui viennent d'en bas. Je pensais pas que c'était aussi important, mais je suis capable de chiffrer ça, encore une fois. Et oui, il me semble que ça va au-delà de la mouvance Z, c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas seulement les ultra-patriotes très radicalisés, très militaristes. Ça aussi, c'est intéressant. Et peut-être pour Merci. compléter le tableau d'Arnaud, on a surveillé notamment des sondages qui sont publiés, enfin que nous on scrute hein, à l'Observatoire, sur les comportements de la population russe, les évolutions, etc. Et on a vu passer depuis maintenant 2 3 ans un certain nombre de choses, notamment sur l'engagement des Russes dans les œuvres caritatives et de bienfaisance, en général. En général, donc pas spécifiquement Ukraine, Donbass, etc., mais en général. Et ce qu'on constate, c'est que la courbe augmente, c'est-à-dire que les gens, depuis ces 3 dernières années, ont quand même tendance à plus s'investir dans des œuvres caritatives ou de bienfaisance ou assimilées. S'investir, ça veut dire quoi? Ça veut d'abord dire donner de son temps. Il y a des gens qui donnent plus de leur temps qu'avant et qui vont peut-être participer à des points de collecte ou des choses comme ça. Et puis après, deux, c'est l'engagement matériel, c'est-à-dire vous pouvez apporter des vêtements, apporter de la nourriture, des choses comme ça, y compris pour le front. Et il y a eu un tournant, en tout cas un élément qui a été de nature à accélérer peut-être ce comportement, ça a été ce qui s'est passé. Alors il y a eu les bombardements Belgorod, etc., puis il y a eu Koursk.
Et ça, évidemment, ça a conduit certaines personnes à s'investir davantage dans des dons, de la bienfaisance, des choses comme ça, pour aider les gens à course qui se sont retrouvés sans maison du jour au lendemain ou qui étaient dans des gymnases, enfin des choses dont on a parlé d'ailleurs, ce qui a valu d'ailleurs leur poste à certains responsables de région pour avoir mal géré cette affaire-là. Et ça, on a vu effectivement d'investissements monter en puissance. Après, pour la mouvance Z, donc ça c'est pour le gros, c'est pour la mouvance Z, ou en tout cas les gens qui s'estiment proches de la mouvance Z, il y a notamment sur les réseaux sociaux, et ça on le voit quand même très régulièrement dans le monitoring qu'on réalise des réseaux sociaux, des gens qui donnent à travers les réseaux sociaux ou qui envoient à certaines unités des drones, de l'argent, pour que ces unités s'achètent des quadrocoptères, des terminaux de pilotage de drones, etc. Et ces unités, ensuite, en général, par tradition, se prennent en photo avec le matériel reçu, et puis vous avez un message de remerciement pour dire on remercie les habitants de telle ville ou les habitants de tel quartier. Grâce à eux, on s'est acheté tel matériel. Bon, là aussi, c'est difficile de distinguer ce qui relève du phénomène isolé, enfin d'extrapoler, pas faire d'extrapolation en quelque sorte. Et on a du mal à voir comment quantifier en fait. Est-ce que c'est vraiment massif? Est-ce que c'est... Moi, mon sentiment intuitivement, c'est qu'on voit quand même des choses qui se répètent depuis 2, 3 ans sur ces réseaux sociaux avec ces dons et ces transferts d'argent, et ce matériel qui est envoyé au front pour du matériel pour combattre. Ou ça peut être aussi des couvertures, ça peut être des choses, mais en tout cas, ça part au front, parce que c'est ça que je veux dire directement à travers les réseaux sociaux et ces plateformes de paiement avec un lien pour payer, etc. Et on a du mal à imaginer, à déterminer dans quelle mesure c'est vraiment massif ou ça reste épisodique. Ça, c'est vrai que c'est très dur à évaluer. Merci. Alors, la deuxième question de cette auditrice est celle-ci. Seymour Hersh a indiqué que les négociations entre USA et Russie comprendraient une option pour que Trump construise des complexes hôteliers en Crimée et sur les rives de la mer Noire dans le Donbass. Pensez-vous que ces bruits puissent être pris au sérieux? Bah, je rappelais qu'il est Seymour Hersh, c'est ce journaliste vétéran journaliste américain qui, à l'époque de la guerre du Vietnam, avait connu ses heures de gloire en publiant des documents extrêmement controversés qui ont fait trembler Washington et bien au-delà de Washington et qui, plus récemment, dans le cadre du conflit en Ukraine, a publié sur son blog toute une théorie extrêmement controversée sur les origines du sabotage de Nord Stream 2, avec finalement son hypothèse qui était que tout ça avait été commandité depuis la Maison Blanche. Je synthétise à l'extrême sa théorie. Donc c'est quelqu'un de controversé aujourd'hui, c'est quelqu'un d'assez âgé, mais qui revendique d'avoir toujours ses antennes, ses réseaux, d'être alimenté avec certaines informations. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a son site sur lequel il publie ses hypothèses. Et effectivement, dans le cadre de ces papiers, où il y en a eu un, alors je l'avais vu passer il y a un certain temps, en tout cas, cette théorie-là, selon laquelle Trump pourrait investir une sorte de Riviera criméenne. Bon, ça prolonge les propos de Trump, là aussi, très controversés sur Gaza, où il veut construire des casinos, des hôtels, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas en Crimée? On vrai dire, j'en sais rien. Par contre, ça renvoie à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que les Américains seraient, selon Bloomberg, prêts à reconnaître l'appartenance de la Crimée à la Russie, ce qui veut donc dire qu'ils vont lever des sanctions sur la Crimée, ce qui ouvrirait, je dis bien en théorie, la porte à la possibilité d'investir dans ce territoire. Mais ça fait beaucoup de si, tout ça. Et dans ce cadre-là, bah, pourquoi pas des hôtels, des choses comme ça. Bon, mais ça fait quand même beaucoup de si, mais ça se raccroche à un contexte général qui peut nous paraître, comment dirais-je, farfelu, mais en fonction de la direction qu'empruntent les choses, ça pourra peut-être être un peu moins farfelu dans quelques mois, qui sait. Merci. Et donc, pour finir, eh bien, on va faire la prospective. Je vais poser la question à tous les deux et vous devez vous engager fermement sur la réponse. Y aura-t-il un cessez-le-feu victoire avant le 9 mai? Joker. Oui, pareil, Joker. Je vais pas faire deux en même temps, donc je vais dire Joker. Très bien. Merci à tous les deux, en tout cas, pour la profondeur de vos analyses, comme d'habitude. Nous nous retrouvons jeudi prochain, donc pour un briefing consacré
également à la politique intérieure russe et à l'économie. On traitera quelques questions qui ont été posées aujourd'hui, notamment sur notre ami Kadyrov, qui, dans le sort, a l'air d'inquiéter de plusieurs de nos auditeurs. Donc, Arnaud doit nous trouver toutes les informations les plus pointues pour jeudi prochain. Voilà. Juste pour information, alors c'est pas pour tout de suite, mais on aura une petite pause pendant les ponts de mai, donc nous nous retrouverons. Enfin, je vous redirai ça la semaine prochaine. Voilà. Donc d'ici là, rendez-vous jeudi 17h30 heure de Moscou, comme toujours. La CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.